Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous voici dans un point histoire de la philosophie. Le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est le pyrrhonisme et l'interprétation phénoméniste. Il s'agit d'un complément à la vidéo que j'ai déjà faite au sujet de Pyrrhon, que je mets en lien dans la fiche info. Normalement, il n'y a pas besoin d'avoir déjà vu la première vidéo, mais au cas où, vous pourrez vous y référer. Rapidement, on peut dire que le pyrrhonisme, c'est le premier courant de la philosophie sceptique, qui a commencé aux environs du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc je rappelle rapidement que le scepticisme est une philosophie du doute, c'est-à-dire que nous ne pouvons rien affirmer sur les choses et sur les événements qui nous entourent. Et cette philosophie va être reprise par un auteur du 2e et 3e siècle de notre ère, Sextus Empiricus. Et c'est à partir de ce philosophe que l'on va avoir la possibilité de penser le phénoménisme. Et plusieurs auteurs au cours de l'histoire vont reprendre le pyrrhonisme avec cette confrontation au phénoménisme. Il y a eu Montaigne, Pascal et aussi Nietzsche par exemple. Donc cette vidéo a pour but de définir ce qu'est l'interprétation phénoméniste du pyrrhonisme. Ensuite, nous allons penser ce qui est problématique dans cette interprétation phénoméniste. Et là, on va s'appuyer sur le livre de Marcel Conche, Pyrrhon ou l'apparence. Ensuite, je vais proposer une conclusion. Et enfin, je vais vous proposer une courte bibliographie dans laquelle vous pourrez retrouver tous les éléments que j'ai utilisés dans la vidéo. Pour commencer, qu'est-ce que l'interprétation phénoméniste? Il s'agit de penser que la seule chose qui soit, ce sont les phénomènes. Pour le pyrrhonisme, il y a un seul réel originel, un néant que traverse chaque individu. Il n'y a donc qu'un monde d'apparence. Et la réaction que l'on doit avoir à l'égard de ces choses, c'est l'indifférence. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne peut rien dire sur les choses. Les choses, elles sont mouvantes, elles changent continuellement. On ne peut donc pas fonder de dogmes, et on ne peut pas fonder une action sur ces seules perceptions. Nous jugeons donc des choses avec le bon sens, et cela n'a pour but que de vivre. Nos décisions sont arbitraires et sans réelle justification, puisque nous ne pouvons pas nous référer à ces événements. Ainsi donc, il n'y a qu'une seule chose, notre vie, et celle-ci c'est la somme des réactions que nous aurons face aux phénomènes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. On ne peut que vivre, et cela en évitant de juger. En effet, nous allons suspendre notre jugement. Il n'y a ni jugement ni dogme, et cela permet de ne pas troubler notre âme. C'est ce que l'on appelle l'ataraxie. C'est une forme du bonheur dans les philosophies grecques antiques. Attention, il ne s'agit pas d'être non convaincu par tout ce qui se passe, mais comprendre qu'on ne peut pas les professer ni les justifier, et cela parce que notre raison est limitée. Ainsi, prendre une position, c'est être dogmatique. Mais il y a un problème, et ce sera l'objet de cette deuxième partie. Le problème, c'est donc la confusion de la pensée sceptique de Sextus Empiricus avec celle de Pyrrhon, qui aurait donné cette interprétation. C'est la thèse soutenue par Marcel Conche dans Pyrrhon ou l'apparence. Pour l'auteur, Sextus Empiricus ne serait pas pyrrhonien. Et pour cause, il reprend des termes développés par le stoïcisme et il veut surtout se constituer en rupture avec le scepticisme de la Nouvelle Académie qui se disait sceptique mais pas pyrrhonienne. Ainsi, à l'époque, c'est l'argumentation et les besoins intellectuels qui ont fait que le pyrrhonisme n'était plus
possible, même dans la philosophie de Sextus Empiricus. Ainsi, pour Conche, cette philosophie, c'est de ne pas nier les apparences, ni les contester, mais simplement suspendre son jugement, c'est-à-dire pratiquer l'époquet. Donc c'est ne pas prendre position sur les phénomènes, ne pas développer de dogme. Et c'est comme ça que les phénomènes vont être mis au centre de toute discussion des philosophies sceptiques. Quel est le problème vis-à-vis du pyrrhonisme? Eh bien c'est que Sextus Empiricus va ajouter une dimension au phénomène qui n'est pas présente dans la philosophie de Pyrrhon. C'est un postulat dogmatique qui consiste à faire la différence entre l'apparence des choses et la chose en elle-même, c'est-à-dire entre ce qui est vu et quelque chose qui nous serait caché. L'idée de Sextus Empiricus est que si on ne peut pas affirmer ce que sont les choses selon leurs apparences, il y a tout de même une nature par essence, un cachet dans les choses qui serait donc à trouver. Ce serait le but de la philosophie. Et le problème, vu que c'est une philosophie sceptique, c'est qu'on va conclure qu'on ne peut pas, et donc qu'on doit toujours continuer à chercher un éventuel message caché derrière tous les phénomènes. Et c'est le sens du mot zététique, une recherche continuelle de ce que seraient les choses. Autre problème, c'est l'idée qu'il y ait une chose cachée, et maintenir cette affirmation, puisque maintenir l'affirmation que dans les choses, il y a quelque chose de caché qu'on ne peut pas voir, c'est un dogme. Et en ce sens, Sextus Empiricus est dogmatique, et donc on ne peut pas le dire pyrrhonien. Dans le pyrrhonisme, il n'y a pas de paraître et d'être. Tout phénomène, toute réalité est une seule entité. Le paraître va s'identifier à l'être, et le tout va être rejeté dans sa globalité. Conche écrira que le pyrrhonisme est une philosophie de la non-différence dans les choses. Autrement dit, on ne fait pas la différence entre l'apparence et ce qu'elle serait. Dans le pyrrhonisme, il n'y a pas de vérité cachée à chercher. Et même s'il y en aurait une, ce serait inutile. Maintenant, nous allons conclure. Le pyrrhonisme n'affirme rien. Il n'y a pas de vérité. Donc, en effet, il n'y a pas d'interprétation de phénomènes à donner. Mais il y a quand même une réalité. Et nous faisons avec cette réalité. Nous la recherchons pour servir arbitrairement notre vie. Il n'y a pas un cachet. La nature des choses est inexistante. Mais elle reste quelque chose d'impossible à atteindre par définition. Donc on peut penser que le pyrrhonisme a une interprétation phénoméniste. Puisqu'il n'y a que ça. Il n'y a que des phénomènes, que des réalités, que des vécus. Il y a des choses qui se passent. C'est dans le concept même de phénomène. En revanche, il est vrai qu'il faudrait plus de rigueur lorsque l'on évoque le pyrrhonisme, lorsqu'il est revisité par Sextus Empiricus. Simplement, le terme de phénoménisme est si connoté qu'on ne le met pas en lien au pyrrhonisme. Même s'il y a des phénomènes, on ne peut pas dogmatiquement les décomposer. Il y a encore de nombreuses analyses et de nombreuses positions différentes sur les formes de scepticisme. Courte bibliographie, bien entendu le livre de Marcel Conche, Pyrrhon ou l'apparence. Je vous conseille également Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres, ainsi que le recueil de textes de Long et Sedley, Les philosophies hellénistiques, tome 1, Pyrrhon et l'épicurisme. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.